Bonsoir à tous et à toutes. Vous vous retrouvez dans la seconde partie dans la seconde partie de cette étude scientifique. Donc, une bonne vie autistique, voilà. Et donc, on travaille une bonne vie autistique du point de vue des femmes autistes. Je vais continuer à lire. La dernière fois, on s'était arrêté ici. Donc une note sur les points de vue des chercheurs et l'impact des différents cas d'analyse. Je vais essayer de faire de mon mieux avec ma voix. En ce qui me concerne, il fait trop chaud. Déjà, on est le lundi 22 juin 2026. Et il fait trop chaud. Genre, il fait juste trop chaud. Cependant, le prochain stream sera ce jeudi, puisque généralement c'est un jeudi sur deux. J'ai été pas mal occupé, mais non, ça devrait reprendre. Donc jeudi 25 à 20h30, on continuera l'étude si on n'est pas fini, sinon on en cherchera une autre. Mais je pense pas qu'on l'aura fini parce que je vais mettre qu'une heure, et en une heure, souvent je raconte trop ma vie pour qu'on avance correctement. Autre petit détail qui va me gêner et dont je vais loop sur le sujet pendant tout le stream, j'ai mis des lentilles de contact. C'est une vraie galère pour moi de les mettre. Et sur mon œil droit, elles arrêtent pas de... En fait, j'arrête pas de devoir la réajuster sur mon œil droit. Ce qui veut dire, et là c'est important, que je vais faire chier tout du long en mode attendez une petite seconde, il faut que je blink pour la réajuster pour que ce soit blurry. Peut-être que je l'ai mise à l'envers, peut-être pas, j'en sais rien. Toujours est-il qu'on va reprendre la lecture là où on était par rapport à la dernière fois. Convaincu d'avoir lu la partie analyse. Collective One of Us. Collective I as One of Us. One of Us is also... Ouais, ok, ça avait été lu. Et comme mon orthophoniste m'a dit de me concentrer sur la hauteur, je vais essayer de me concentrer sur la hauteur pendant ce stream. On est parti? Je check rapidos le stream manager. Bon, le bitrate est instable comme d'habitude, mais ça c'est quelque chose. OBS c'est plutôt stable. La mode view fonctionne. Ok, tout fonctionne. Ce projet étant mené par une personne autiste et par des personnes autistes et visant à définir un cadre d'analyse neurodiversifié, combinant les cadres d'analyse autistes et neurotypiques. Les auteurs neurotypiques n'ont pas participé aux premières étapes du processus de recherche à la collecte de données ni à l'analyse préliminaire. Cependant, tout au long du processus de rédaction, nous avons pris conscience des possibilités offertes par la combinaison des perspectives d'un autiste de l'intérieur et d'un neurotypique de l'extérieur. Et à ces derniers temps, je comprends un peu aussi l'idée. Mais d'une manière nouvelle, en reconnaissant la nécessité de développer d'un cadre d'analyse différent de celui couramment utilisé dans la recherche sur l'autisme, où les recherches sont menées par des chercheurs neurotypiques avec la majorité par des chercheurs neurotypiques et où le regard neurotypique, où le cadre d'analyse neurotypique est généralement invisible et considéré comme allant de soi, à l'instar des regards normatifs tels que le regard hétéronormatif blanc masculin. J'aime bien les études passées comme ça. Compte tenu des structures de pouvoir souvent inhérentes mais cachées qui peuvent rendre le cadre d'analyse neurotypique dominant, notre approche a veillé à ce que le processus décisionnel reste fermement ancré dans une perspective autistique. Les auteurs neurotypiques apportent plutôt des interprétations et des éclairages à travers leur cadre d'analyse neurotypique. En complément du cadre d'analyse autistique, nous estimons que notre approche neurodiversifiée dans le cadre de ce travail contribue à apporter de nouvelles perspectives allant au-delà de celles qui pourraient être obtenues par des travaux élaborés dans un cadre de référence unique. Ok. Continuons. À la lumière des avancées récentes dans le domaine des recherches phénoménologiques sur l'autisme, le cadre d'analyse des chercheurs autistes reposait sur une combinaison de différents types de théories autistiques. Ok, on va voir ce que ça dit versus ce que ça dit pour les personnes.
pour les personnes neurotypiques juste après. Alors, expérience vécue du fonctionnement et de l'interaction avec le monde d'une manière qui ne correspond pas à celle de la neuromajorité. Style cognitif largement axé sur les détails, approche ascendante influençant les modes de pensée. Membre à part entière du groupe ou du contexte étudié, s'appuyant sur des discussions antérieures au cours et au sein des communautés autistes. Théorisation incarnée sur les modèles théoriques de la compréhension sont tirés d'une combinaison de l'expérience personnelle vécue, d'observation au moins partiellement interne et d'interaction au sein d'auteurs autistes. Et en contraste, on dit pas que l'approche neurotypique est mauvaise, attention ici. On dit que c'est juste un contraste. En revanche, le cadre d'analyse des chercheurs neurotypiques peut être décrit comme si des expériences incarnées du fonctionnement de l'interaction avec le monde qui correspond à celle de la majorité neurologique, effectivement, du coup. Un style cognitif largement orienté vers une approche holistique qui influence les modes de pensée. En vrai... De haut en bas, de bas en haut. C'est vrai qu'on a tendance à se focus sur des détails et que c'est ces détails qui font « Ok, je vois. » Je vois l'idée. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pour la traduction? Non, c'est trop beau sinon. Bon, on va s'arrêter à cette virgule. Ou ce point-là. Ce point est très bien. Hop. Ce projet est mené par des personnes autistes car il est axé sur l'épanouissement des personnes autistes et il est essentiel que les auteurs autistes détiennent le premier droit d'interprétation de leurs propres expériences. Parallèlement, notre objectif est de travailler au sein d'une équipe neurodiversifiée, en reconnaissant qu'une vision complète ne se dessine que lorsque les perspectives autistes et neurotypiques se rencontrent dans un dialogue authentique. Alors, très intéressant ici parce qu'on pourrait dire la même chose sur d'autres sujets de personnes minorisées, que ce soit des personnes minorisées au niveau du genre, au niveau du sexe, au niveau de la couleur de peau. Je suis plutôt d'accord avec l'idée. C'est pour ça que c'est des analogies, mais en même temps que c'est pas entièrement comparable. Et c'est un peu dur à comprendre des fois. Les cadres d'analyse neurotypique, souvent invisibles et considérés comme allant de soi dans la recherche sur l'autisme, sont ici rendus explicites, non pas pour en minimiser la valeur, mais pour les situer comme une perspective parmi d'autres. Ça, je trouve ça extrêmement important. Situer comme une perspective parmi d'autres. C'est pas ils ont raison, c'est pas des personnes neurotypiques ont raison, c'est des personnes neurotypiques, elles ont une autre perspective sur la situation. C'est pas pour autant dire qu'elles ont raison. Notre approche ne consiste donc pas à exclure ou hiérarchiser les perspectives, mais à veiller à ce que les perspectives autistiques et historiquement marginalisées soient placées au cœur de ce travail, tout en valorisant les apports complémentaires que fournissent les cadres neurotypiques. En gérant consciemment les différences de style cognitif, rythme de traitement et de concentration, nous visons à développer un cadre d'analyse partagé, réflexif et neurodivers qui ne sera pas par défaut sur les normes neurotypiques ni ne les efface, mais utilise la tension entre les points de vue pour approfondir la compréhension des différentes façons de fonctionner. J'ai besoin d'un coup d'éventail. J'ai mon éventail avec moi, sinon je souffre. Hop. Nos différences de style cognitif, principalement de bas en haut contre de haut en bas, impliquent que nous devons consciemment développer des moyens permettant à nos styles cognitifs divergents de se rencontrer, de se soutenir mutuellement, mais les différences de rythme et de traitement que nous voyons dans les données peuvent également poser un défi qui doivent être traduits et surmontés en tenant compte du capacitisme interne et des années passées à dissimuler nos différences. Yeah. Ok, donc du ableisme. Ok, d'accord, je vois. Donc en fait, un validisme internalisé. Un validisme internalisé. Ok. Pour le
moment, moi, j'ai rien à dire, je suis d'accord, hein. Pour les résultats. Nous avons identifié 2 thèmes principaux et 12 sous-thèmes. Le premier thème principal, vivre avec un corps, esprit neurodivergent, rend compte de la manière dont les auteurs autistes décrivent et vivent l'épanouissement autistique. Cela inclut à la fois notre conception de ce concept et de ses caractéristiques. Le deuxième thème principal, stratégie pour l'épanouissement autistique, se concentre sur sur ce que les auteurs autistes font activement pour atteindre ou maintenir cette expérience d'épanouissement autistique. Chaque sous-thème est lié par des citations de notre part, les auteurs autistes, et est présenté en italique. Nous reconnaissons également toutes les expériences décrites ne sont pas propres aux personnes autistes, même si certaines d'entre elles le sont probablement. Ça, c'est important aussi. Hop. Donc, on arrive dans la partie. Vivre avec corps esprit neurodivergent, caractéristique de l'épanouissement autistique. Génial, encore un tableau en plein milieu. On va lire le tableau après. On va lire le tableau quand il va être référencé à Table 1, quelque part. Alors, énergique vs ancré et équilibré dans son ensemble. Décrire ce que signifie ces panneaux. Je bois un peu d'eau. Décrire ce que signifie s'épanouir en tant que personne autiste, c'est avéré difficile. Non pas parce que nous manquons d'expérience sur lesquelles nous appuyer, mais parce que les mots disponibles semblent être trop généraux ou trop imprécis pour rendre compte des façons spécifiques dont nous le vivons et nous le ressentons. En ancrant notre réflexion dans l'expérience vécue, nous avons pu mettre en lumière des formes d'épanouissement qui sont indissociables des réalités sensorielles et des schémas de perception souvent visibles dans les récits culturels plus généraux. Où est-ce que tu parles du Table 1? Parce que si tu en parles pas, on va aller le voir. Hello again. Hello again. Ça parle d'études. Ça parle d'études aujourd'hui. Et il fait trop chaud, donc je sais pas combien de temps je vais faire le truc. Comment ça va? Bah écoute, ça va comme une personne qui est en train de cramer parce qu'il fait trop chaud, et toi? I wish I knew what you say. Tu vas continuer à troller en... Do you want me to speak English again? You're just gaslighting me that you don't know to speak French. Anyway, the stream is in French, so deal with it. No, you don't want to take your French. I'm the only English viewer, it's not fast. Oh, you're not the only English viewer. You're like... No, there are other people. My stream are usually French and English, so you can talk. Bigomi ici. Ok. Allez, on va continuer à lire nos trucs. Alors, le thème... Je sens qu'on va en parler plus tard, donc je pense que je vais pas avoir besoin de les traduire. Ceci dit, il y a quand même des parties quand je lis dans ma tête, ça fait. Est-ce que des fois, quand on a juste envie d'être nous-mêmes, on n'est pas du tout très égoïste en soi? D'une certaine manière. Genre, on entre en conflit avec le monde automatiquement quand on peut être soi-même. Allez, c'est parti.
Yeah, si, je vois, si. Bah écoutez, ça va m'en parler au fur et à mesure, donc let's go. Alors, témoignage. Pour moi, les émotions ont toujours été complexes car elles s'accompagnaient presque toujours d'une dérégulation sensorielle. Un phénomène dont je me rendais pas compte. C'est alors que j'ai commencé à percevoir à travers le prisme de l'autisme que j'ai pu commencer à faire la distinction entre les émotions et la surcharge sensorielle. Ah, I know what you mean. Outre une expérience et une interprétation différente de la perception de l'interoception, il semble que je souffre également de ce qu'on appelle l'alexithymie. Je dois constamment assembler intellectuellement différents éléments pour former un schéma afin de comprendre ce que mes émotions représentent. Ok, that's it, syndrome. J'aime les études qui me collent. Mais basiquement, tu dois constamment intellectualiser les émotions pour être sûr que je les ressens correctement. Ça peut donner des états mentaux très bizarres. Et les émotions, ça change beaucoup en une journée. L'épanouissement autistique a été décrit comme un comportant de cet aspect. D'une part, un état de haute énergie principalement vécu dans l'esprit, et d'une autre part, un état de faible énergie davantage axé sur l'équilibre et la présence corporelle. Nous avons décrit l'aspect à haute énergie comme une expérience de plaisir, d'énergie intense, de pouls élevé, de joie, d'être dans le flow, comme immergé dans une activité. En hyperconcentration, le sentiment que quelque chose est passionnant, dans le bon rythme, de se sentir créatif. D'être sur un petit nuage grâce à une motivation alimentée par l'intérêt, de se sentir stimulé par l'opposition à l'ennui, au manque de sollicitation ou à la sous-stimulation. Une énergie vibrante et le sentiment que tout est extraordinaire, de se retrouver dans ces états décrits comme mentalement agréables, mais en même temps nous avons constaté que cela pouvait exercer une pression sur le corps. Beaucoup d'entre nous ont eu du mal à trouver un équilibre entre l'esprit et le corps. L'un de nous l'a décrit ainsi. Ça pourrait être l'une de nous d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'il par défaut est genre tout masculin, alors que toute notre équipe est féminine et tous nos participants sont des femmes. D'un côté, je suis dynamique et débordant d'énergie, un peu comme en ce moment. Je suis complètement emporté par cet enthousiasme, c'est du genre « Oh mon Dieu, c'est passionnant, oh mon Dieu !» Et dans ma tête, je me sens vraiment bien, mais mon corps est assez stressé, je le sens dans tout mon corps, boum, boum, boum. Et en même temps, quand je me concentre sur mon corps, je deviens en fait muette, genre dans une sorte d'hyper-concentration très sensorielle et physique. Et c'est pour ça que j'évite de le faire. Ça arrive vraiment quand je suis dans une relation intime avec quelqu'un, que ce soit sexuel ou quand je suis allongé à côté de la personne que je serre dans mes bras, mon partenaire. C'est une sensation très cocon où tous mes sens se concentrent sur quelques sensations seulement. Je me sens parfaitement en harmonie et je me sens en parfaite harmonie. Mais là, ma tête est partie, genre ça ne marche tout simplement plus pour moi, ces deux états ne font pas mon ménage. Yeah, great. Pas facile ce truc-là. Pour le moment, moi je me retrouve dans ce qui est dit. Non, si des personnes neurotypiques se retrouvent aussi dans ce qui est dit, il y a de grandes chances que oui, en vrai. Genre, c'est pas que propre à nous-mêmes. Ce qui est propre à nous-mêmes, en fait, c'est le cumul de tous ces témoignages qu'on va lire. C'est ça la différence à bien comprendre. Des personnes neuro-A ou des personnes neuro-T, ça va être juste une question de cumul de ces choses. Et plus t'en cumules, plus tu coches de cases, plus au bout d'un moment, à force de cocher de cases, t'es en mode bah, oui. Et si tu coches pas cette case, au bout d'un moment, tu dis bah non. Mais du coup, c'est ça quand même une grosse différence. C'est pas du tout la même chose de vivre avec toutes les cases qui sont cochées qu'avec la moitié des cases qui sont cochées ou qu'avec un quart des cases qui sont cochées. Le côté à faible énergie de l'évaluation autistique a été décrit comme un sentiment d'ancrage, de présence, de sérénité, d'équilibre, de calme, de sécurité, d'ouverture, d'intrépidité, de fierté, de douceur, d'harmonie, de satisfaction et de compétence et d'aisance. Ça fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des moments calmes comme ça où tu recharges ces choses. Tu t'en veux un petit peu de rien faire, mais en vrai, tu sais que t'en as besoin. Nous l'avons décrit comme le fait de se trouver dans une fenêtre de tolérance ou un point idéal, de se déplacer d'un pas plus léger, d'avoir l'esprit moins encombré, de ressentir un fort
sentiment d'identité qui vient de l'intérieur sans être influencé par la façon dont nous pensons que les autres nous perçoivent. Être conscient du monde qui nous entoure tout en restant ancré, se sentir fondre et ne faire qu'un avec tout. Être libéré de ses émotions négatives ou désagréables, de ne pas se sentir gêné. Comment suis-je perçu? Y a-t-il quelque chose qui cloche avec mon corps? Sentir ton esprit vagabonder ou s'écouler. Faire des associations. Librement. Yeah. Yeah, I got it. Nous avons également abordé des descriptions plus corporelles, habiter pleinement son corps, être immergé dans les sensations physiques. Être immergé dans des expériences sensorielles physiques, se sentir connecté à l'ensemble de son corps. Comme l'a dit l'un d'entre nous, être avec soi-même. L'une d'entre nous. Il va falloir vraiment que je corrige le genrage de Deepel sur Go. Ressentir une sensation d'aisance au niveau de l'estomac et sentir le corps fonctionner parfaitement dans le mouvement. Alors ça... En fait, il faut savoir que pour la plupart des personnes autistes, on cumule des problèmes gastriques. Plus que la moyenne des gens. Du coup, que ça fonctionne bien, c'est... En fait, tu sens les problèmes s'arrêter, ironiquement. Le côté à faible dépense énergétique de l'épanouissement autistique semble de nature sensorielle et nous devenons muets. C'est-à-dire que nous engageons pleinement dans l'instant présent et sous le biais d'une observation sans mots d'une expérience sensorielle. L'épanouissement n'était pas nécessairement un état statique, mais fluctuait plutôt au fil du temps. Nous avons été nombreux à évoquer la difficulté habituelle de trouver un équilibre entre l'attention portée au monde extérieur et celle tournée vers l'intérieur. Mais il semble exister une sorte d'équilibre dans la dimension à faible énergie de l'épanouissement autistique. Nouveau témoignage. C'est à la fois une question d'être très présent et lucide, tant avec soi-même qu'avec son environnement, d'une certaine manière, tout en se trouvant dans un état de grande détente. Il s'agit donc d'une combinaison entre une certaine forme de présence et de détente, et plus précisément la capacité à maintenir à la fois le monde extérieur et le monde intérieur en même temps. Oui. Plusieurs d'entre nous ont estimé que le chagrin et d'autres émotions résultant d'événements négatifs de la vie n'excluent pas nécessairement l'expérience de l'épanouissement autistique. L'épanouissement autistique semble être également quelque chose qui peut être vécu plusieurs fois par jour en alternance avec des moments de profond malaise, comme l'a décrit l'une d'entre eux. Ce qui peut peut-être donner l'impression que j'ai beaucoup de mood swing à des gens, mais ça va peut-être expliquer le truc. Je vis des choses instant après instant et il me faut parfois du temps pour revenir en arrière et me souvenir de ce que je viens de ressentir. C'est comme si je ne transportais pas cet état émotionnel d'un instant à l'autre. Si vous me demandiez ici comment je me sens, je répondais en me basant sur cet instant précis, vous obtiendrez probablement une réponse différente de celle que j'aurais donnée il y a une minute, car à ce moment-là, j'aurais peut-être vécu une expérience complètement différente. J'arrête pas de dire des trucs relatable. C'est très relatable pour moi tout ça. Simulation sensorielle, recherche de plaisir sensoriel. Continue. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça fait mon éventail. Je vais faire ça souvent. Ouais, souvent. Nous avons décrit diverses formes de stimulation sensorielle comme contribuant à l'épanouissement des personnes autistes.
L'aspect le plus souvent évoqué était la stimulation visuelle, telle que le fait de se retrouver dans la nature et d'en apprécier l'esthétique, ou dans des environnements attrayants, par exemple la façon dont la lumière se pose sur les arbres ou s'y faufile. Oui, oui, please bring me there. Je veux aller dans une forêt un matin où il y a où par contre la lumière se faufile à travers les arbres parce que les arbres ne laissent pas, comment dire, empêcher toute la lumière de passer et ensuite du coup en fonction des nuages la lumière elle fait des trucs différents et c'est complètement brainwashant. Le problème c'est que j'ai du mal à me lever le matin. Enfin pas ces derniers temps donc ah. Non, faut que je trouve une forêt. Une forêt adaptée à mes besoins. Ok. Nous savons attrayant par exemple la façon dont la lumière se pose sur les arbres aussi faufile et le moment où la lumière, les sons et les couleurs viennent dans la nature au printemps. La peste. Ah, j'aime beaucoup. Un d'entre nous a décrit à quel point le besoin intense de stimulation visuelle peut constituer l'expérience significative de toute une journée. Yeah, mais après, il faut que rien de pourri arrive dans la journée, ça c'est aussi un autre souci. Mais bon, même si des trucs pourris arrivent, tu vas quand même te souvenir que ce truc cool est arrivé le matin. Si je ne suis pas allée dans la nature depuis quelques jours, mon envie et mon besoin peuvent devenir si intenses que j'ai l'impression que je vais m'effondrer si je n'y ai pas accès. Comme si on me privait de ma vie, je ne parvenais pas à profiter de certains aspects de la nature. Si je peux alors sortir pour admirer le coucher du soleil ou d'autres beautés de la nature, j'ai l'impression de retrouver immédiatement mon équilibre, je me sens heureuse, comblée, revigorée. Je me sens vivante, cette expérience donne un sens à ma vie. Feeling alive. Et par contre, ça, c'est un truc qui est vraiment important. Là, je suis en train de lire à moitié déjà les trucs, mais je suis d'accord. Nous avons également évoqué le plaisir de remarquer les beaux détails dans notre environnement et nous en concentrant sur les motifs et les textures. Par exemple, une branche tordue dans la nature, un motif attrayant sur le mur d'une pièce. Nous avons trouvé ce genre de contemplation tranquille profondément agréable. Ce qui signifiait que nous préférions les environnements riches en détails par opposition aux espaces dépouillés ou ennuyeux, sans pour autant être visuellement envahissants. L'une d'entre nous a souligné que chaque détail devait être beau pour que l'expérience soit agréable. That's a wall. Tu prends tous les détails dans l'ensemble. Comment dire, tu prends tous les détails et ça fait l'ensemble. L'ensemble ne fait pas les détails. Et s'il y a un détail qui ne matche pas, tu pètes un câble. Enfin, péter un câble. T'es juste très très déçu en vrai. Mais c'est juste que chaque élément doit être beau, c'est ainsi que l'ensemble devient beau. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas beau, cela perturbe l'ensemble, ça perturbe l'ensemble, l'impression générale. Upgrade. Il y a une personne qui est tenue trop bien et qui a un truc qui ne matche pas avec. Genre, t'es là, tu la regardes longtemps et t'espères pas la vexer, mais c'est juste là. Il y a un truc qui va pas dans ta tenue. Mais bon, si tu vas et tu lui dis ça, tu vas juste la vexer, donc tu fais pas ça. Parmi les plaisirs sensoriels mentionnés figuraient l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. La musique en particulier a été décrite comme à la fois agréable et utile pour gérer des émotions difficiles, telles que la colère ou la tristesse, et pour renforcer les émotions positives et d'autres expériences intérieures, telles que la force, la nostalgie, le calme. Certaines d'entre nous y voyaient également une nécessité biologique.
Quand je n'ai pas écouté de musique depuis un moment, c'est comme si mon cerveau avait soif de rythme et de mélodie. Et quand j'y parviens, je me sens comblé. C'est presque comme s'il s'agissait d'un besoin biologique en quelque sorte. Le cerveau a besoin de recevoir ces motifs qui l'assemblent, que ce soit ou que ce soit d'autre. Or whatever it is. Ou quoi que ce soit. Allez, je sais pas. Puis d'entre nous expliquer comment nous créons des playlists en fonction des sensations qu'elles procurent dans le cœur. Plutôt comme une sorte de stimulation sensorielle. Par exemple, écouter de la musique me procure des sensations agréables dans le corps. C'est d'ailleurs comme ça que je crée mes playlists. Je me base uniquement sur les sensations physiques que je ressens dans mon corps. Et ben moi je suis pas seul. Si, en fait, si une musique me fait ressentir quelque chose de positif dans mon corps, c'est comme ça que je vais l'ajouter dans mes musiques que j'aime bien, ma personne. C'est aussi pour ça que j'ai tendance à les mettre en loop et à les écouter en boucle. C'est parce que ça me fait du bien, mais je vais me juste jusqu'à ce que ça s'épuise. Alors que les personnes neuro, j'ai remarqué, elles détestent écouter des musiques en boucle. Pardon, pas neuro, les personnes neurotées. Après, des personnes neuro peuvent détester écouter des musiques en boucle qu'elles détestent. Du coup, tu peux entrer en conflit avec d'autres personnes neuro là-dessus. Du coup, c'est souvent un truc pour soi-même. Tu partages rarement avec les autres, le fait d'écouter des musiques en boucle. La dégustation d'aliments que nous trouvions délicieux, tels que les pâtisseries et les chips, nous offrait des moments de... Le craquement des chips. Crunch, crunch. Nous offrait des moments de plaisir sensoriel tels qui renforçaient notre sentiment d'épanouissement. Le toucher sur certaines zones spécifiques pouvait également constituer une voie à l'épanouissement des personnes autistes. Bah là, il genre bien. Une d'entre nous a décrit comment le fait que quelqu'un lui touche le dos la détendait complètement, tant mentalement que physiquement, et comment, en raison d'un système nerveux souvent tendu, elle ressentait le besoin de massage quotidien. Une autre expliquait à quel point elle aimait travailler la terre du jardin, autant pour sa texture que pour son odeur. Et la colle. C'est la sensation. Ouais. L'odeur de terre mouillée. Mais bon, j'irai pas la travailler. Genre, texture, physique, non. L'odeur. La sensation elle-même jouer avec l'odeur et la texture de la terre entre les mains, là je peux m'y plonger pleinement. Et je sens tout s'écouler, les émotions difficiles disparaissent car je me concentre intensément sur la terre. I'm kinda jealous. Si t'as deux stimuli qui sont simultanément complétés, ça va, c'est trop bien. Besoin de stimulation, besoin d'échapper à l'ennui, sous-stimulation sensorielle et cognitive. Moi, je pense à avoir souvent des trucs qui engagent mes stimuli en même temps. Genre, c'est plusieurs trucs différents qui vont engager mes stimuli en même temps. Et il faut que je les combine et que je les place et c'est chiant. Versus quelqu'un qui peut avoir comme ça un truc qui compte deux stimuli en même temps. Ouais, je suis jalouse. Pour éviter la sous-stimulation sensorielle et cognitive, manque de stimulation et d'ennui, nous pratiquons de nombreuses activités variées et complexes. Je suis là en train de lire des études sur l'autisme à ce stade-là, je sais pas ce qu'il vous faut. Approfondir des sujets et mener une réflexion complexe me semble être un besoin fondamental lorsque je ne peux pas le faire. Je me sens plus déprimé, je perds ma vitalité. Et attention avec les passions qui peuvent devenir obsessives et pas harmonieuses. Le problème, c'est que c'est là, quoi. C'est un peu entre les deux. Genre, au bout d'un moment, si tu fais plus les trucs que t'aimes bien, tu... La stimulation a été décrite comme importante pour atténuer l'impatience, l'agitation et le manque d'énergie, mais aussi comme le fait de pouvoir se réaliser, ce qui constitue un attribut essentiel de l'épanouissement.
Parmi les exemples cités figureraient les pratiques de loisirs créatifs telles que l'artisanat, la pâtisserie ou la cuisine, l'exercice d'un métier stimulant, les études de la pratique d'activités physiques comme la course à pied ou l'escalade. Les études. Hmm. Euh, L'essentiel était de pratiquer plusieurs activités et non pas une seule. Plusieurs d'entre nous ont décrit on décrit le travail comme l'une des choses les plus agréables de la vie lorsque nous travaillons sur un projet qui correspond à notre façon de fonctionner et à nos centres d'intérêt. Nous voulons travailler beaucoup en mettant à profit notre créativité et nos compétences en matière de résolution de problèmes. L'une d'entre nous, qui est une professionnelle de santé, a décrit la satisfaction que procure le fait d'entreprendre et de mener à bien des tâches professionnelles complexes. Le problème, c'est que quand tu n'y arrives pas depuis un bon moment, tu commences à déprimer quand tu n'arrives plus à trouver de la passion pour ton travail. Fort. Le sentiment d'authenticité est si bas que tu es en mode ah. J'arrive à faire quelque chose de travail qui me semble complexe, c'est incroyable. Cette fois, j'ai vraiment bien résolu un problème. J'ai aidé quelqu'un, j'ai soulagé sa douleur. Quelqu'un se sent en sécurité avec moi avant une opération. Une personne gravement malade tire quelque chose de mon intervention. Ça apporte tellement de satisfaction dans la vie de faire partie de quelque chose de bien et de bien accomplir une tâche pour laquelle j'ai dû parcourir un long chemin avant d'arriver au stade où je suis capable de la réaliser. Ça, par contre, c'est un bonheur. Quand tu finis par y arriver. Il y a une mauvaise tendance à not give up. Des fois, c'est bien de give up, mais nous, c'est pas trop faire. Et si on te dit les délais ils sont dépassés et que bah, c'est trop tard pour rendre le truc, c'est en mode, bah, enfin, en fait, moi j'ai pas fini donc j'ai envie de continuer. Et ça fait très mal de devoir rendre un truc infini. Fini. Ce qui était un gros problème de mes études d'ailleurs. Que, bah, t'as jamais le temps de finir complètement tous les projets, quoi. Et si tu finis complètement un projet, t'as pas le temps de faire les autres. Et j'ai toujours eu le même problème dans toutes les tâches qu'on me donnait à faire. C'est pour ça que j'ai encore plus de mal à déterminer le temps que je vais mettre sur quelque chose. Des fois, je vais juste être rapide, des fois non. Et c'est horrible d'un point de vue management, parce que quand des gens te demandent combien de temps ça va prendre, t'es là en mode ce sera fini quand ce sera fini. Puis voilà. Alors, la performance au travail a été décrite comme une conséquence sur la pratique d'une activité agréable plutôt que d'un objectif en soi. Nous préférons faire des efforts et transpirer plutôt que d'être passive. L'une d'entre nous a expliqué comment son épanouissement dépendait de la stimulation et comment elle évoluait constamment sur une échelle allant de zéro simulation à une simulation très élevée. Sa position sur cette échelle étant le principal déterminant de son bien-être, contrairement à ce que beaucoup d'autres décrivent en termes de solitude par opposition aux liens sociaux ou de santé par opposition à la maladie. Ah oui, yeah, être malade, ça va pas changer grand-chose dans ma tête en vrai. Si ce n'est pas... je suis malade, ça change. Que je suis malade, j'ai toujours envie de faire des trucs. Du coup, je comprends ça, je comprends. Je ramène souvent à moi pour essayer de voir ce que je peux tirer de tout ce qui est dit. Hein. Et puis, bah, vous, bah, j'espère que vous ramenez à vous aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous baser sur ce que moi je dis. Vous pouvez vous baser sur ce que vous dites. De ce que vous lisez. C'est comme si d'une certaine manière, la seule stimulation comptait, qu'elle soit physique ou mentale, et plus je reçois de stimulation, mieux je me sens. De toute façon, c'est mon stream, je suis trop de ramener à moi. Je fais des trucs sur l'autisme au bout d'un moment, si vous acceptez pas une méthode de pensée autistique, bah, démerdez-vous. Juste parce que je ramène à moi ne veut pas dire que vous pouvez pas ramener à vous aussi. Hein. Une autre d'entre nous expliquait en quoi la stimulation issue d'un lien authentique est essentielle pour éprouver des sentiments de bien-être dans les interactions sociales. Oh, il va commencer à me taper. Si je ne ressens pas de ce lien authentique à chaque instant d'une interaction, alors celle-ci peut au contraire me paraître vide et dépourvue de sens. Voilà, agreed, j'ai rien à ajouter là-dessus.
Plusieurs d'entre nous ont évoqué la joie de donner et le sentiment d'empathie envers les autres comme des éléments essentiels à notre épanouissement. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre nous... Yo Valtteri, did you need something? Que beaucoup d'entre nous ont choisi des métiers au service des autres. Je suis pas étonné que beaucoup... moi, j'ai terminé dans la tech à la base. You don't need anything good. J'ai terminé dans la tech parce que c'était mes seuls trucs, mais en vrai, si je pouvais faire des trucs qui aident les autres, c'est ce que je préfère. C'est pour ça que pour moi, un des meilleurs métiers que j'ai fait dans ma vie, malheureusement c'était un métier temporaire avant de reprendre mes études, c'était de travailler en agent d'accueil d'une déchetterie. Parce que t'aides les gens et je me sentais en vrai plutôt épanoui dans ce boulot. Même si c'était pas tous les jours facile, parce que le lien avec les autres. Mais c'est un gros truc qui fait partie de l'autisme. J'ai une étude sur l'autisme inertie, mais vous allez devoir me croire sur parole parce que j'ai la flemme de l'ouvrir. Basiquement, le fait de faire des trucs pour les autres, ça nous sort de notre inertie en tant que personne autiste. On a du mal à exister pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens, mais exister pour autrui fait plus de sens pour nous que d'exister pour nous-mêmes. Parce que c'est ce qui nous rend fiers à la fin de la journée. La joie d'aider les personnes en difficulté, tandis qu'un autre a évoqué le fait d'être un soutien pour des gens en général. Beaucoup d'entre nous ont exprimé un fort désir d'alléger la souffrance d'autrui. L'une d'entre nous l'a formé ainsi. En vrai, j'en suis venu à me considérer comme une sorcière moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite aider les autres tout en refusant de se laisser enfermer dans les règles rigides de la société. À l'instar d'un catalyseur, je souhaite aider les gens à s'évanouir, devenir la meilleure et la plus merveilleuse version d'eux-mêmes. Le problème, c'est quand d'autres petites personnes autistes veulent ça pour toi et toi, t'es là en mode, je sais pas. Mais bon. Des fois, on sait où on va et des fois, on sait pas où on va. Ces derniers temps, je savais plutôt où j'allais, puis je me suis reperdu et je suis en mode. On va essayer de pas perdre ce que j'ai réussi à apprendre. C'est aussi pour ça qu'on a arrêté le gaming ici, hein, by the way. Je me sens mieux à faire des streams sur des études que des streams gaming. C'est tout. Même si ça rapporte moins de views, même si ça rapporte moins de personnes qui vont rester sur les streams, etc. C'est plus en harmonie avec moi-même. Alors, on est déjà à 40 minutes, ça va jusque où? On pourrait s'arrêter aux stratégies, c'est plutôt bien. On va aller continuer. L'importance de comprendre sa propre façon de fonctionner, de se comprendre soi-même dans une perspective non pathologique. Et là, ça devient compliqué. Je comprends beaucoup mieux le One of Us qui était mentionné auparavant en lisant tout ça. La connaissance de soi a été décrite comme essentielle pour s'épanouir en tant que personne autiste. Question d'authenticité de toute manière. Et d'harmonie du coup. Et de self-satisfaction in life. Bref, beaucoup de choses. Mais pas seulement dans le sens savoir comment je fonctionne. Pas seulement dans le sens savoir comment je fonctionne. Là, on a tiqué mon intérêt. Il s'agissait également de se comprendre soi-même dans une perspective non pathologique, se considérer comme une être à part entière et s'aimer soi-même, et s'aimer à soi-même fait une énorme différence pour notre bien-être. This is a politics too. No, I do read study, so I'm in French. Normally, student language is French. But usually I can politize study, but I consider myself as being French is making it political whether I want it or not. So, but it's been a while since I've dived into politics data.
Usually I combine science and politics. So, like right now, I'm reading a study that is clearly more on the left side of things when it comes to autism. Hello, by the way, welcome. I'm going to go back. It's kind of politics to talk about autism in the society because autistic people are marginalized. So, well, consider whatever you want political if you want. To me, it is. In some way. Like, not concentrated on, like, in a broader aspect of politics. But yeah, I'm just not removing the tag because I'm on the left side and I will have leftist takes every now and then. So get used to it. On en était à il fait trop chaud et je vais utiliser mon éventail. Se considérer comme une être potentiel, c'est soi-même fait une élément de différence pour notre bien-être. Et j'ai du mal à apprendre ça. Moi, j'ai dû réapprendre ça ces derniers temps. Je dis réapprendre. Parce que la dernière fois que je m'aimais moi-même, c'était il y a très 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 longtemps. Et c'était nécessaire pour accepter l'amour que les autres pouvaient me porter aussi. Sans ça, c'était pas possible. Du coup, je recommande, même pour une personne neurotypique, aimez-vous vous-même, c'est un bon début. Cela signifie de ne pas se reprocher d'avoir été dans une situation où on ne trouvait pas sa place, mais reconnaître plutôt que c'était la situation qui ne correspondait pas à notre façon de fonctionner, comme l'a dit l'une d'entre nous. Ce n'est qu'après avoir compris que j'étais autiste que j'ai pu commencer à éprouver de l'amour pour moi-même et en recevoir des autres. J'ai pu mettre de côté toutes les idées préconçues néfastes que j'avais sur moi-même pour éprouver un sentiment d'ancrage et je commence à comprendre le délire d'ancrage dans ce truc-là. J'ai commencé à comprendre ce qui va de l'encontre dans ma neurologie, dans mon traitement de l'information, ce qui m'a apporté un plus grand sentiment d'autonomie. Grâce à cela, je peux choisir mes environnements de manière plus réfléchie, je peux également expliquer mes comportements plus facilement aux autres. Ce qui, en tant que personne issue d'une minorité, reste une tâche qui m'incombe. Je ne peux pas être plus indulgente envers moi-même lorsqu'un environnement n'est pas adapté au fonctionnement de mon cerveau. Et je peux être plus intelligente, pardon, envers moi-même lorsque je crois que je vais pas pouvoir continuer très longtemps. Je suis en train d'un peu brain freeze. Cette prise de conscience a été la clé pour prendre le contrôle de mon propre bien-être. Et une autre personne a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit, cette autre personne? Un autre élément qui a joué un rôle important dans mon épanouissement en tant que personne autiste a été de faire le tri dans tout le capacitisme que j'avais intériorisé. De tout le validisme que j'avais intériorisé. En fait, DeepL traduit par capacitisme, mais le terme militant, c'est validisme. Donc, donc, à chaque fois que je vais dire capacitisme, j'essaie de remplacer par validisme. Ma relation avec moi-même s'est considérablement améliorée à mesure que les autres me renvoyaient une image plus fidèle de moi-même. Et que j'ai pu me définir et me comprendre au-delà des perspectives axées sur les déficits. Ok, merci. C'est important la self-esteem pour pouvoir avoir de la self-love. La capacité à appréhender en profondeur votre propre fonctionnement et à comprendre en quoi celui des autres peut différer du vôtre constitue une condition préalable essentielle à l'interaction sociale réussie. Cette prise de conscience interne permet également d'expliquer votre façon de fonctionner et dans les autres à vous comprendre.
Malheureusement, je crois qu'on va s'arrêter là après le dernier témoignage. Pas que j'ai pas envie, c'est qu'il fait trop chaud et que je suis crevé et que comme je me réveille trop tôt le matin, je me réveille avant mon réveil ces derniers temps. Ça fait 2 mois que ça dure. La fatigue, elle est forte. Plus, je ne pense pas être capable de maintenir ma voix plus d'1 heure. Déjà que je la sens baisser en termes de hauteur à chaque fois depuis tout à l'heure, comme j'essaie de travailler dessus. Lorsque j'ai révélé mon autisme au travail, j'ai reçu beaucoup de remarques bienveillantes ainsi qu'un grand soutien et de beaucoup de compréhension. Même si le mot autiste ne suffisait pas, que j'ai dû préciser que ce que cela signifiait dans mon cas. Je suis d'accord. Référence à d'autres études que j'avais lues sur le fait qu'une révélation de diagnostic autiste engendre des idées préconçues de la part des personnes neurotées. Et ces idées préconçues sont un problème. C'est des biais et il faut expliquer aux personnes neurotées qu'elles ont des biais et il faut qu'elles soient capables d'entendre qu'elles ont des biais. Car beaucoup de gens avaient du mal à l'accepter dans la mesure où je ne correspondais pas à leurs idées préconçues sur l'autisme. C'est exactement ce que je viens de dire, merci. Malgré tout, ma vie s'est véritablement améliorée. Je ressens moins de frustration et de conflits. J'ai également appris à communiquer plus clairement et poser davantage de questions. Lorsque je ne comprends pas quelque chose, je n'ai plus à faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et c'est là où un diagnostic autiste et même un coming out autistique a des conséquences soit positives, soit négatives. Et encore une fois, il faut faire très attention. C'est comme un coming out trans, avoir des conséquences, ça a des conséquences positives et négatives. Comme un coming out de sexualité, type bah, je suis bi, je suis lesbienne, je suis gay, etc. Voilà quoi, ça fait quand même des différences. On va se laisser là-dessus. Pour expliquer ce à quoi je faisais référence sur des biais autistiques, je vais rapidement. Voilà. Petite étude. J'ai voulu faire OpenWiz et il m'ouvre dans le mauvais truc. Attendez une seconde. OpenWiz. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le DOI en haut, vous avez le titre de l'étude. Moi, je ne vais me contenter de juste mettre le lien de cette étude-là en description, encore une fois. Donc on en a fini pour la partie 2 de l'étude. On est allé plus loin que la dernière fois, où on a fait 4 pages. On a fait 4 pages, on a encore fait 4 pages, ça va prendre du temps, surtout d'une heure à une heure. Et vous pouvez du coup aller checker cette étude-là si jamais vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est la conséquence d'un coming out autistique. Qu'est-ce que c'est la conséquence? Bah, généralement, ça pose des problèmes. C'est F ce tableau. Et si vous avez du mal à comprendre le tableau, vous avez aussi ce tableau et vous avez toute la discussion. Vous n'êtes pas forcément obligé de gérer en maths pour comprendre les études, puisqu'ils font souvent l'effort de faire une partie de discussion qui va vous expliquer les maths de l'étude. Après, savoir les maths pour vous permettre de vérifier comment les données ont été produites. Et au bout d'un moment, il faut apprendre à faire confiance que les gens ils aient envie de faire à peu près bien. Ça veut pas dire qu'ils ont bien fait. Ça veut dire aussi que vous pouvez parfois trouver des études qui vont contredire ce que vous lisez dans le futur. Mais du coup, je vous laisse aussi sur cette étude-là pour comprendre pourquoi un coming out autistique peut engendrer des choses et des conséquences. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi. Pour les personnes qui sont en stream, on se retrouve au prochain stream jeudi pour la partie 3. Et pour les personnes qui vont regarder la VOD, je ne sais absolument pas quand je vais upload, parce que je suis quelqu'un de plutôt occupé ces derniers temps et de plutôt... disons que ma chaîne YouTube n'est pas ma priorité en fait. Je préfère streamer, voilà. Mais je vais quand même upload, je sais pas encore quand. Cependant, merci quand même à tous d'avoir suivi. Bye bye. But do you want some time to say bye bye too? So I don't cut you in the record this time. Right.
we got Valkyrie saying bye bye in a record this time. Allez, hop là!